Le premier avertissement fut le silence. En mer Rouge, sous la lueur rougeâtre, le centre d'information de combat de l'USS Carney vibrait d'un calme tendu. Les écrans clignotaient, les tasses de café tremblaient. L'équipage avait enduré des semaines d'alerte et d'escarmouches, mais rien de semblable à cela. Cela devait être une autre longue veille sans incident. Puis, à la limite du balayage radar, apparut un écho faible, petit, irrégulier, anormal. Au début, cela ressemblait à du bruit. Mais un autre contact apparut, puis un autre. Aucun ne transmettait de code de transpondeur. Aucun n'émettait de signal radar. C'étaient des fantômes, trop lents pour être des missiles, trop erratiques pour être des avions, trop délibérés pour être des débris. Les opérateurs passaient d'un mode d'identification à l'autre, des bandes militaires aux civils, sans rien obtenir. Rien que le vide. Chaque retour signifiait une seule chose. Quelque chose s'approchait du Carney, et personne ne savait quoi. Dans la suite de guerre électronique, le SLQ-32 s'anima, ses antennes tournant et écoutant. En quelques secondes, il balaya des gigahertz de spectre. Rien. Aucun radar actif, aucun signal électronique, aucun système de guidage. Ce qui arrivait en silence. Et c'était le pire des signes. Les pilotes peuvent oublier des codes. Les machines peuvent tomber en panne. Mais le silence signifie l'intention. Sur le pont, les marins armèrent le Phalanx C, IUWS, le Sea Whiz, un canon de défense autonome conçu pour ce genre de cauchemar. La tourelle pivota, les capteurs bourdonnant, prêts à suivre tout ce qui bougerait plus vite que la pensée. Le commandant savait qu'il n'y aurait pas de temps pour la réaction humaine. Lorsque le système détecterait une menace, il déciderait en millisecondes s'il devait tirer. Alors, l'un des contacts radars rompit la formation, accélérant. Il chuta de 300 pieds pour frôler presque les vagues. Dans le CIC, quelqu'un murmura « Ce n'est pas un avion ». Quelques secondes plus tard, le Phalanx verrouilla la cible. Le bourdonnement serein des systèmes se transforma en rugissement métallique. En moins d'une demi-seconde, des projectiles de tungstène de 20 mm lacérèrent l'obscurité. Lorsque la fumée se dissipa, le radar montrait un point de moins. Les autres se dispersèrent, certains se fragmentèrent dans l'air, d'autres tombèrent à la mer. Ce n'étaient pas des missiles, c'étaient des drones, bon marché, rapides, coordonnés et létaux en essaim. Le Carney venait de survivre à un test. Sur le pont, une odeur âcre de poudre flottait dans l'air. Personne ne parla pendant un long moment. Ce n'était pas nécessaire. Chaque marin savait ce que cela signifiait. Quelqu'un, quelque part sur la côte, observait, apprenait, s'adaptait. La prochaine fois, ce ne seraient pas quelques drones. Ce seraient des centaines. Et lorsque ce moment viendra, le Carney et les navires, comme lui, devront combattre dans un monde où les batailles commencent avant même que l'ennemi n'apparaisse sur le radar. En raison de ces signatures de trajectoire ne correspondant pas aux profils habituels, la seule conclusion rationnelle fut une attaque massive non habitée. Une fois que l'équipe tactique confirma positivement un essaim coordonné se refermant à grande vitesse, le TAO dut improviser une réponse en couche contre la montre, mesurée en minutes. Le Carney ne les avait pas détectés plus tôt, car chaque véhicule présentait une section efficace radar, presque insignifiante, des fractions de mètres carrés, et volait à ras des flots jusqu'à être dans la portée visuelle. À la distance calculée, les fenêtres d'impact se réduisaient à quelques minutes. Un coup porté au mât pouvait neutraliser les capteurs et forcer un retrait prématuré. Se rendre n'était pas une option. Avec plusieurs vecteurs d'approche, le TAO choisit d'affronter d'abord le noyau le plus dense pour épuiser la masse initiale, avant de déployer les défenses contre les formations secondaires. À 9,0 degrés relatifs, un groupe de 8 drones apparut sur le flanc tribord. L'ordre de décision suivit une arithmétique tactique rationnelle. Un missile standard missile, TUN-2, lancé depuis le VLS, constitue la colonne vertébrale de la défense en couche de la flotte. Sa vitesse supérieure à Mach 3 et sa phase de poursuite active lui permettent de discriminer et de suivre des retours radars composites. À première vue, employer un SM-2 contre des munitions à bas coût peut sembler un gaspillage.
Mais lorsque la signature radar combinée de l'essaim imite celle d'un gros missile, le SM-2 peut détecter et verrouiller là où les cibles isolées disparaissent. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Dans sa phase terminale, le missile active son chercheur et sa charge à fragmentation disperse des milliers d'éclats à grande vitesse sur une large zone. Une interception peut neutraliser un regroupement dense sans tir supplémentaire. Détruire cette première vague, cependant, fait partie du calcul de l'attaquant. La doctrine de l'essaim prévoit des contre-mesures en couches, des leurres générant de faux retours radars, des unités sacrifiées pour provoquer des tirs défensifs et des variations de synchronisation pour saturer les défenses ponctuelles. L'équipage du Carnet connaissait ces compromis. Les outils de soft kill et de hard kill devaient être séquencés, la guerre électronique ajustée pour nier les signaux de guidage, et les tireurs orientés vers la conservation des munitions, tout en maximisant la couverture. L'arithmétique tactique est directe. Neutraliser la masse immédiate, préserver l'intégrité des mâts et des systèmes de communication, puis abattre les contacts restants avec l'artillerie et la guerre électronique afin de limiter les futures salves. Dans la guerre d'essaim, éliminer la première vague est nécessaire, mais jamais suffisant. D'autres viendront avec de nouveaux stratagèmes doctrinaux. Et le navire qui adaptera le mieux sa séquence et sa fusion de capteurs gagnera le mince écart entre la survie et les dégâts qui le mettraient hors de combat. L'un des stratagèmes les plus anciens de la doctrine des essaims consiste à regrouper des leurres inertes en une grappe évidente. L'idée est simple, forcer le défenseur à engager des intercepteurs de grande valeur contre un fort retour radar, tandis que des unités à faible signature s'infiltrent par les angles latéraux. Contre une marine moins compétente, cette manœuvre peut être décisive. Face à un destroyer moderne, elle ne fait qu'imposer une réorganisation des priorités. Les officiers de quart du Carnet l'avaient compris et réagirent rapidement. Le groupe principal ayant déjà été anéanti par une interception à longue portée. Une demi-douzaine d'appareils retardataires continuaient de converger par la proue et la poupe. Pour un navire qui ne peut tirer ses missiles lourds que vers un quadrant général, la décision est brutale. Protéger la passerelle au risque de compromettre la manœuvrabilité ou défendre la poupe et exposer le poste de commandement. Mais un destroyer doté d'une couverture SPI à 360 degrés et d'antennes à réseau phasé peut poursuivre plusieurs vecteurs à la fois. Entre alors en scène le RIM 162 Evolved Sea Sparrow, logé en quad-pack dans les cellules VLS, propulsé avec un élan fulgurant jusqu'à Mach 3 à 4 et conçu pour le profil Homing All the Way. Cette capacité permet d'éclairer la cible dès la sortie du missile de sa cellule, supprimant le délai d'acquisition du chercheur et lançant l'intercepteur directement contre un objectif petit et rapide. En pratique, un ESSM tiré depuis la poupe se verrouilla sur un Shahed isolé, dépourvu d'opérateur pour modifier ses points de passage préprogrammés. Et l'interception terminale, une manœuvre à très forte charge G, neutralisa la menace avant qu'elle ne puisse causer des dommages catastrophiques. La manœuvre de l'assaillant, sacrifier des drones bon marché pour épuiser les munitions coûteuses, obtint un dividende initial. Mais les défenses en couche et la fusion des capteurs du navire absorbèrent le coup. Même après ce succès, 5 appareils continuaient d'avancer au ras de l'eau, et le canon de 5 pouces, MK-45, devint le dernier rempart. Les canons navals modernes ne sont pas des reliques. Couplés à un système de conduite de tir automatisé et à des fusées programmables, ils deviennent des armes à effet de zone contre des cibles petites et rapides. Le supercalculateur du système de tir intègre la portée, le cap, la vitesse, l'altitude et les données historiques des traces, exécute des millions de permutations de type Monte-Carlo et détermine le temps de mise à feu précis pour les projectiles à minuterie variable MK419. Ces obus n'ont pas besoin d'un impact direct. La proximité suffit. À 100 mètres, ils causent des dégâts. À 50 mètres, ils garantissent la destruction, en dispersant éclats et surpression sur une empreinte de plus de 100 mètres. Avec le FCS programmant automatiquement chaque fusée et l'arme tirant à cadence élevée, le MK45 transforme les fenêtres théoriques d'engagement en réalité létale, sans étape manuelle lente et sujette à l'erreur.
Cette séquence, intercepteur, longue portée, missile ESSM de défense ponctuelle, guerre électronique de déni, puis tir d'artillerie à temporisation programmée, illustre comment un destroyer moderne transforme les désavantages tactiques apparents en une défense en couche durable contre la doctrine des essaims. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Dans les ponts inférieurs, les marins travaillaient frénétiquement. Les monte-charges à munitions bourdonnaient, tandis que les projectiles étaient mesurés, vérifiés et chargés dans le tambour du canon MK-45. Chaque seconde comptait. À mesure que le combat s'éternisait, les artificiers rechargeaient sans cesse le tambour de 20 obus. Le personnel de la soute lançait les munitions dans l'élévateur pour que le canon principal du carnet ne reste jamais silencieux. Pendant un bref instant, tout fonctionna parfaitement. Les munitions à minuterie variable MK419 explosèrent près des cibles, soulevant des nuages noirs de fumée et des fragments de drones tombant à la mer. Mais le chaos du combat trouve toujours un moyen de rompre la perfection. Quelques secondes plus tard, une alarme apparut sur la console du canon, dans le centre d'information de combat. L'ajusteur de fusée venait de tomber en panne. Un événement rare, mais pas inattendu. Le système, rarement utilisé, cessa de fonctionner après seulement quelques tirs. Le canon de 5 pouces continuait de tirer, mais ses obus ne pouvaient plus exploser à la distance précise, nécessaire pour détruire les drones approchants. L'arme, aussi puissante fût-elle, était devenue inutile. L'équipage du carnet ne céda pas à la panique. Il leur restait une dernière ressource, le gardien mécanique du navire, connu sous le nom de Phalanx Close-In Weapon System, ou CIWS, surnommé Sea-Whiz. Ce canon monté en tourelle, compact et étincelant, se trouvait juste derrière le canon de 5 pouces, tel un sentinelle robotique. Sur les destroyers comme le Carnet, un Sea-Whiz est placé à la proue et un autre à la poupe, offrant une couverture complète contre les menaces aériennes à courte portée. À seulement quelques secondes de l'impact, le Sea-Whiz avant s'anima. Le système n'avait pas besoin de guidage humain. Contrairement aux autres armes du bord, le Sea-Whiz fonctionne de manière autonome, avec son propre radar capable de suivre des dizaines de cibles simultanément. Dans un rayon d'environ 16 km, il peut identifier, verrouiller et détruire tout objet s'approchant trop vite pour être autre chose qu'une menace. Lorsque les deux derniers de ces drones se trouvèrent à moins de 3 km, le Sea-Whiz passa en mode le plus agressif, auto de guerre anti-aérienne. Dans ce mode, la machine n'attend pas d'ordre, elle tire dès que son radar détecte un danger. Alors retentit le son, le rugissement mécanique du canon rotatif M60 et un Vulcan à 6 tubes, tournant à plus de 4500 coups par minute. Chaque rafale d'une seconde lançait près d'une centaine de projectiles de 20 mm 20 mm, transformant l'air en un mur mortel de tungstène. En quelques secondes, les deux drones furent pulvérisés en plein ciel, leurs débris retombant inoffensivement dans la mer Noire. Le silence revint à bord du navire. Les écrans radars clignotaient, ne montrant plus que le pouls régulier des vagues des Caraïbes. Mais l'équipage ne se détendit pas. Le radar SPI-1D continuait de balayer à la recherche d'éventuels missiles entrants, tandis que le système de guerre électronique SLQ-32 scrutait les signaux susceptibles de trahir une nouvelle attaque. Tous à bord savaient que les essaims de drones n'étaient souvent que le prélude à quelque chose de plus grand. Les missiles pouvaient arriver à tout moment, mais l'équipage de l'USS Carnet avait déjà prouvé son sang-froid. Ils affrontèrent le chaos avec précision et la peur avec discipline. Cet affrontement n'était que l'un des nombreux que le destroyer connaîtrait entre 2023 et 2024, 51 au total, chacun aiguisant un peu plus leur préparation à ce qui allait suivre. La nuit s'acheva dans le calme, mais sous la surface paisible, tous savaient que ce n'était qu'une pause avant la prochaine tempête. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression.